Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le pendant négatif de la vidéo que je vous ai sortie précédemment, c'est-à-dire la vidéo où je vous présente les livres que j'ai le plus détestés de l'année 2025. Si jamais vous n'avez pas encore vu, je vous ai donc précédemment sorti une vidéo où je vous parlais de mes coups de cœur de l'année 2025. Donc si vous voulez plus de positivité, c'est par là-bas que ça se passe, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. En revanche, si vous avez envie d'être un peu piquant, un peu salé, de rigoler un petit peu, de bien s'amuser, surtout d'y aller avec de l'autodérision, du recul, tout ce qu'on veut, c'est par ici. Petit disclaimer que tout le monde fait, si vous avez aimé les livres dont je vais vous parler, faut pas le prendre perso, faut pas se dire que vos goûts c'est de la merde et que je vous insulte vous personnellement. Tout se passe bien. Et n'hésitez pas peut-être à me dire si vous avez aimé certains des livres de cette liste. J'ai beaucoup de mal à parler des livres que j'ai pas aimés. Avant toute chose, on s'abonne, on aime, on met un petit commentaire, voilà, on soutient la chaîne, ça me ferait trop plaisir. J'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que votre année 2025 s'est bien passée, que ce soit en termes de lecture, mais pas que. Alors, il n'y a pas d'ordre de vraiment j'ai détesté, je vais le faire par ordre chronologique. Sachant que cette année, j'avais vraiment un credo, c'est ça qu'on dit ? Credo. J'avais un credo simple, c'était si tu n'aimes pas, tu abandonnes tout de suite. Genre, tu te poses pas de questions, ça sert à rien. Donc bien sûr, j'essayais quand même de pousser un peu, hein, j'abandonnais pas au bout de 10 pages. Je pense que mon ratio c'était 50 pages. Mais des fois, il y a des livres, je sais pas pourquoi, je poussais un petit peu. Ou alors c'était après que je me rendais compte que c'était naze. Mais ce qui explique qu'il y a moins de flops qu'à une époque. Et c'est tant mieux parce que le but c'était ça aussi, c'était de pas avoir trop de flops. On retrouve dans ce top, dans cette liste, on retrouve Devenir lionne de Wendy Delorme. Ça a été terrible parce que Wendy Delorme, je l'ai adorée avec Viendra le temps du feu. Et là, Devenir lionne, la promesse du livre était assez intéressante, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai rapport qui était fait entre la sauvagerie de l'animal et entre le fait d'être une femme en fait. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que le résumé était ma foi très évasif, très flou. Le résumé c'était une succession de définitions de ce que c'est lionne. Mais en tout cas, le rapport à l'animal, il me plaisait beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la linguistique autour des noms d'animaux. Les femmes par exemple, on va dire que c'est une lapine, on va dire que c'est une chienne. Il y a plein de choses à dire. Il y a aussi les mecs, c'est tous des chiens, des porcs. Enfin vraiment, il y a une manière de voir les animaux au travers des insultes qui est super intéressante. Je m'attendais à lire quelque chose d'extrêmement intéressant sur le rapport à l'animalité et au féminisme. Ça n'a pas du tout été le cas. En fait, l'histoire qu'on suit, c'est l'histoire de Wendy Delorme qui, un jour, dans le zoo de Berlin, je crois, tombe sur une lionne dans la cage. Forcément, la lionne, elle a l'air au bout de sa life, hein, puisqu'elle est enfermée. Et ça fascine Wendy. Elle est en mode, oh là là, une lionne enfermée. Et là encore, au début, je me disais ça peut être intéressant parce qu'il y a tout un rapport à faire entre l'animal sauvage qui est enfermé / la femme qui est enfermée. Et en fait, c'était juste Wendy Delorme qui revenait sur son passé de oh j'ai couché avec tel mec, oh j'ai couché avec tel mec. Et au bout d'un moment, c'était juste un journal intime, mais c'était pas de l'ordre de l'essai, de la réflexion, de l'analyse. Et en fait, on est à un stade où, je crois que l'année dernière, j'ai lu 2 livres de Emma Becker, que pareil j'avais adoré avec La Maison et beaucoup moins avec le reste. On est à un stade où Emma Becker et Wendy Delorme, je les confonds maintenant. Vraiment pour moi ce sont les mêmes. Alors je sais que c'est pas les mêmes, mais c'est-à-dire que c'est des femmes qui font partie d'une classe moyenne un peu plus intellectuelle et donc qui ont un paraître un peu plus bourgeois et qui écrivent sur leur sexualité. Et qui ont vécu ou vivent en Allemagne tout en étant française. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, franchement, mon cerveau, il mélange de fou. Et c'est un stade où chacun de leurs livres, c'est genre, je vous raconte telle histoire où j'ai baisé avec tel mec. C'est juste ça. Et je pense que je passe à côté de trucs. Franchement, je pense que je passe à côté de trucs parce que c'est pas possible. Le problème de ce livre, c'est que déjà, j'avais des attentes qui étaient très élevées parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Et je pense que, en tant que personne, Wendy Delorme, je la trouve très très chouette. Je pense qu'elle a des combats super intéressants. C'est une personne qui est très intéressante. Et la comparaison avec Emma Becker s'arrête là. C'est que Wendy Delorme, elle est beaucoup plus impliquée dans la scène queer, là où Emma Becker ne l'est pas du tout. Pour moi, ça faisait très écriture, genre littérature blanche, parisienne, où on est posé dans un parc et on a des pseudo-grandes réflexions alors que juste on parle de la promenade qu'on a fait au parc et de comment ça nous a rappelé la fois où on a couché avec un type. Ensuite, misère ce livre. Il s'agit de Swept Away de Bess O'Leary qui pour l'instant je crois n'a pas été traduit. Et franchement, c'est pas grave, vous perdez rien du tout. Bess O'Leary, je l'avais découvert tout d'abord avec The Flat Chair qui a été traduit à Toi la nuit, à moi le jour,
truc comme ça, enfin genre super compliqué comme titre. Et The Fletcher, je l'avais adoré. C'est une histoire d'amour où en gros il y a le type, il loue son appartement mais il y a une seule chambre et donc en fait il y en a un qui a des horaires de nuit et l'autre des horaires de jour, donc ils se croisent jamais mais ils se laissent des post-it, etc. C'était super chouette comme concept, c'était trop bien. Après j'avais lu The Road Trip de Bess O'Leary que j'avais beaucoup aimé aussi, mais après j'en ai parlé avec une copine et puis j'ai pris un peu du recul sur le livre et tout et je me suis dit peut-être finalement c'était pas aussi chouette que ça. Et donc on arrive en librairie avec cette copine à Londres et je vois Swept Away, nouveau livre de Bess O'Leary, je ne savais pas. Ça se passe sur un bateau. Et le truc, c'est genre, ils sont perdus en mer, ils sont coincés sur ce bateau. Ben, du coup, ils sont coincés ensemble. Je m'étais dit, petite croisière touristique, des bonnes petites vibes, c'est good vibes. Et du coup, bah, y a pas que les deux personnages. C'était tellement nul à chier, mais dès les premières pages, c'est un stade où je sais même pas pourquoi je l'ai terminé. Ah, moi, je sais pas. En fait, on suit vraiment, en plus, ce livre, c'est genre problème de riche. Et je peux plus. Tout le monde a ses problèmes, il faut pas hiérarchiser les problèmes des gens et tout, mais genre, vraiment, vous allez comprendre quand je vais vous expliquer, mais le problème de non, c'est mon bateau, non, c'est le mien, c'est moi qui l'ai acheté, non, c'est mon bateau. Wow, vous pouvez vous acheter un bateau? On a la meuf et le mec, je me souviens plus de leur prénom et je m'en bats les couilles. La meuf, elle est bourrée, elle se met une mûre, je sais plus quoi, elle couche avec un mec et ils vont coucher ensemble dans le bateau. Elle croit que c'est son bateau, lui il croit que c'est son bateau parce que en gros le bateau avant il lui appartenait à elle et lui il l'a racheté. Et elle était pas au courant que lui l'avait racheté parce que en fait c'était sa sœur qui avait l'acte de vente ou je sais pas quoi. Donc ils sont tous les deux persuadés que c'est leur bateau et du coup aucun des deux la veille ne s'est occupé du truc pour être sûr que le bateau tienne bien quoi. Déjà ça me perturbe un peu, c'est-à-dire qu'il était déjà amarré au port. Pourquoi pendant la nuit c'était désamarré? Mais du coup quand ils se réveillent, ils sont perdus en plein milieu de l'océan. Ils n'ont plus de batterie, ils n'ont pas de réseau, ils ont quasi rien dans les frigos, il y a pas de courant. Enfin bref, c'est vraiment la désolation la plus totale. Au début c'est un peu gaulerie, bon haha j'ai cru que c'était ton bateau, non c'est le mien, haha. Au bout d'un moment ils vont commencer à avoir du désir l'un pour l'autre, tomber amoureux, etc. Ça me pose plein de problèmes. Déjà elle est plus âgée que lui. Elle a 9 ou 10 ans de plus. Mais en soi, bon, ok. Je crois que le type, il a 25 ans, 23 ans. C'est pas la fin du monde non plus. Ça dépend de beaucoup de choses, je trouve. Ça dépend de l'âge des deux personnes, ça dépend de où ils en sont dans leur vie et tout, donc on peut pas trop juger. Mais c'est vrai que le type, il est vraiment... ça se voit que c'est encore un go-go gagué, quoi. Mais ça, bon, encore soit. Ils sont que tous les deux sur le bateau, donc c'est super chiant. Genre, au bout d'un moment, t'as un peu fait le tour de ce qu'ils avaient à se raconter, et c'est chiant. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres personnages, en fait. Non. À la limite, il y a des souvenirs, donc parfois, on a d'autres personnages via des souvenirs, mais c'est tout. Ça se passe quand même sur une période assez courte, et tu vas me dire, à la fin du livre, ils sont en mode « Tu es l'amour de ma vie, je t'aime ». Ça fait 5 jours que tu connais ce type. Pitié, tu sais même pas à quoi il ressemble dans la vraie vie, tu sais pas comment il se comporte quand vous partez en vacances, tu sais pas ce qu'il aime regarder à la télé. On est à un stade où leur histoire d'amour c'est juste du trauma bonding de fou et ça m'a beaucoup gênée. C'est juste, ils sont perdus en mer, ils souffrent d'insolation, ils ont des accidents, veux-tu en voilà, ils s'échouent, tout ça. Et juste ils sont amoureux pour ça, parce qu'ils ont vécu ça ensemble. Ce n'est pas sain. Vous n'avez rien en commun à part le fait d'avoir vécu cet épisode hyper traumatisant. Il y a des scènes vraiment mais d'un cringe. Par exemple, à un moment donné, elle est en train de faire à manger sur le bateau, elle coupe des trucs. Le gars arrive dans son dos et elle lui met un coup de couteau. Je crois que c'est pas fait exprès. Mais faut arrêter. Dans la romance, faut vraiment arrêter de faire ça de « Oh non, je me suis pris un coup de couteau, soigne-moi ». Mais genre, c'est pas romantique. Vraiment. Genre juste, elle est en train de cracher son sang et elle va probablement canner parce que vous avez pas d'hôpital et que vous êtes obligé de la soigner vite fait comme ça avec ce que vous avez en mer et des produits périmés. Enfin, c'est pas romantique. Hein. Donc pendant 3 jours, le type, il est juste endormi et elle sait pas trop s'il va canner. Bonjour la romance, finalement. Ah, c'est si beau, waouh, tu m'as foutu un couteau dans le bide, c'est là que j'ai su que j'étais amoureux de toi. Désolée, mais non, on fait pas ça, genre non. Ah oui, parce que pourquoi elle lui a mis un coup de couteau? Parce que ils se sont mis une murge. Voilà, ils sont là, à boire de l'alcool en écoutant des musiques avec le peu de batterie qu'il leur reste, et ils dansent et tout, c'est tellement romantique. Et on boit. Ça vraiment, l'alcool dans les livres, ça me saoule, et l'alcool dans les romances. Genre, si t'as besoin d'alcool pour que tes deux personnages tombent amoureux, bah, c'est peut-être que tu sais pas écrire de l'alchimie entre les personnages, c'est peut-être que des personnages ils sont pétés au sol. Et c'est après qu'elle décide de faire à manger. Donc déjà on est sur un bateau, ça tangue, et ensuite elle est ivre. Forcément qu'elle va lui mettre un coup de couteau, elle est complètement folle. Ensuite, vraiment, tout le moment, il y a un moment entier, mais ça je l'ai lu en diagonale, où je crois il y a des intempéries, ils sont déshydratés, ils ont plus d'eau. Ah, le moment où ils ont plus d'eau, il dure tellement longtemps. Et ils sont là en train de péter un plomb parce qu'ils sont déshydratés. C'est pas fun à lire. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire le journal d'un rescapé d'un naufrage ou une putain de romance en fait. Ils s'échouent, je sais pas quoi, ils sont à 2 doigts en train de crever. Enfin, t'es là, tu lis ça, t'es en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce qui se passe? Attention, parce que c'est là le pire. Et là, je vous spoil allègrement. Cette meuf principale, sa sœur, elle a une fille. Elle est tombée enceinte d'un random qu'elle a croisé dans un bar. Genre, elle avait 28 piges à l'époque et le random, il avait genre 18 piges. Donc, encore une fois, on se rend compte que l'autrice, elle aime bien les différences d'âge avec les femmes plus âgées et les hommes à peine majeure. Et donc elle a décidé de garder l'enfant. Et donc l'enfant n'a pas de père, n'a pas de figure paternelle, puisque le père n'a jamais assumé ses fonctions de papa. Donc notre personnage principal, elle arrête pas de rager contre « Oh les hommes, c'est vraiment de la merde ». Et ça c'est vraiment les livres qui se font passer pour des livres féministes et procèdent à ne pas du tout être féministe, ça m'énerve. La meuf, elle balance 2-3 punchlines en mode « Les hommes, c'est tous des connards ». Et elle croit que c'est bon, le féminisme a gagné en fait. Et après, c'est juste cliché, les femmes c'est comme ça, les hommes c'est comme ça. Et donc elle fait que râler sur l'homme qui a abandonné sa sœur, qui a abandonné la fille de sa sœur et tout. C'est horrible, ça se fait pas, quel connard et tout. Au bout d'un moment, elle apprend que c'est le type coincé sur le bateau avec elle dont elle est amoureuse, qui est le père de sa nièce. Et donc là, elle est super énervée contre lui. Oh là là, pourquoi t'as abandonné ma nièce et tout. Personne parle du fait que le type avait 18 piges, que la meuf en face en avait 28. Genre, il est à peine majeur. Enfin, bon, bref. Soit. À ce moment-là, ils se font sauver et ils deviennent un peu célèbres en mode oh là là, ils ont passé un temps fou en mer, qui sont ces gens et tout, ils font des interviews sur interviews de je sais pas quoi. Et là, la sœur, elle commence à culpabiliser un peu et elle lui dit écoute, la vérité c'est que j'ai jamais dit au mec qu'il m'avait fait tomber enceinte. Et donc, d'ailleurs, ce qui est assez drôle à ce moment-là, c'est qu'on nous dit que cette meuf, à ce moment-là, elle couchait à droite à gauche. Donc comment on est sûr que c'est ce type le père? Donc juste, on la trash talk, on l'a traîné dans la boue pendant 200 pages, tout ça parce que, en fait, elle lui a menti. Donc encore une fois, c'est le genre de livre qui se fait passer pour féministe parce que la meuf elle a 2-3 punchlines, mais après procède à être complètement cliché et la caricature de la femme vipère manipulatrice. Le pauvre mec est juste une pure victime dans cette histoire. Donc après, les deux se retrouvent lors d'une interview, ils sont en mode je suis désolée, je ne savais pas que c'était toi, je suis désolée, je ne savais pas que j'avais une fille, je t'aime, blablabli, tu es l'amour de ma vie, c'est pas crédible, on n'y croit pas, on n'a rien ressenti, j'ai détesté ce livre de A à Z. Oh my god, ça va pas en s'arrangeant avec ça. Le livre suivant c'est The Stepford Wives. J'ai même oublié le nom du type qui a écrit ça. Ira Levin. Bah vous voyez, c'est revenu vite. On nous le vend comme un classique de la science-fiction. Mais du coup, ouais, c'est un livre que j'ai eu à l'aveugle. Vous savez, les trucs, genre le livre, il est emballé et vous avez juste les mots-clés. Ça parlait de banlieue, dystopie, féminisme. Je trouvais que les femmes étaient très mal écrites dans ce livre. On suit donc un couple de personnes mariées qui vont se rendre dans une petite banlieue très proprette parce que le mec, il a trouvé un taf ailleurs et donc ils vont vivre dans cette petite banlieue. Ils sont très contents, la banlieue a l'air super sympa, ils ont une belle maison et tout. Le couple est très proche, vraiment, ils sont très amoureux, très proches et tout. Le mec, il accorde beaucoup d'attention à sa femme et il la trouve intelligente et tout, enfin vraiment, c'est très cool. Et ils se rendent compte que dans cette banlieue, les choses sont un peu bizarres, les autres femmes se comportent très bizarrement, elles sont toutes extrêmement amoureuses de leur mari, elles sont toutes les petites femmes au foyer parfaites, non, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de faire tel truc politique, j'ai pas le temps d'aller tchatcher chez toi et de prendre le café, il faut que je fasse la lessive et tout. Et donc la meuf qu'on suit, elle trouve ça un peu chelou, elle en parle à son mari, et il lui dit je veux rejoindre le Gentleman's Club ou je sais pas quoi là, qui est interdit aux femmes. Déjà elle est scandalisée, elle est en mode non mais on est en quelle année? Pourquoi il y a un truc interdit aux femmes? Et pourquoi il y a pas l'équivalent pour les femmes? Mais t'inquiète, je resterai pas tard. Le mec reste super tard, et en fait le mec commence à y passer sa vie. Plus ça va, plus il se comporte mal avec sa propre femme. Les trucs qui m'ont saoulée, c'est que par exemple, il y a un moment où la femme, elle voit une autre femme et elle est en mode sa poitrine était tellement belle. Désolé, quand je vois d'autres femmes, genre ça peut m'arriver de les trouver belles et parfois oui, parfois je me dis waouh, ces boobs sont vraiment très beaux. Ça peut m'arriver disons dans 10% des cas, 1% des cas, je suis en mode effectivement belle poitrine madame, bravo, beau décolleté, tout ça, top. Mais jamais je serais en mode waouh, je veux les mêmes. Les femmes entre nous, on n'est pas là à se mater les boobs, même quand on est attiré par les femmes aussi, je veux dire, c'est ça que je veux dire, c'est ça que je veux dire. On pourrait se dire ah oui mais peut-être qu'elle est attirée par cette femme. Non, c'était un pur male gaze. Vous voyez le male gaze? On y était là, 100%. Mais c'était vraiment genre le mec qui parlait au travers de la femme, qui était en mode oh là là, boum boum, poète camion, ça m'a saoulé. Ensuite, la première nuit ou la deuxième nuit, je sais plus, que le mec va au club, il rentre super tard. Il rentre à 2h du mat, et donc la meuf, elle l'a attendu jusqu'à minuit, mais au bout d'un moment, bah, elle a arrêté de l'attendre et elle va au lit. Et quand elle entend du bruit,
Le truc est en train de me revenir en mémoire, plus je le raconte, c'est une dinguerie. En fait, elle se réveille parce qu'elle sent le lit qui tremble. Et elle se rend compte que son mec, il est en train de se pougnoler tranquille à côté d'elle. Elle se retourne et elle est en mode, tu veux pas que je t'aide plutôt? Et elle est super heureuse, elle est en mode, et du coup on a baisé, yeah. Moi je vais vous dire, si ça m'était arrivé, je serais en mode, tu te pougnoules dans la salle de bain, il est 2h du mat, frère, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas à ton service. Ce lit, on le partage, j'étais en train de dormir. Il y a d'autres pièces dans lesquelles tu peux faire ça, dégage. Mais non, la go, elle est réveillée à 2h du mat par ça, et elle est en mode, laisse-moi terminer, voyons, ça me fait plaisir. Dans ces moments-là, tu te dis, oui, c'est écrit par un homme, je veux dire. Ensuite, bah, il y avait pas trop de suspense, franchement, on savait ce qui allait se passer dès le début. Je vous ai parlé dans ma vidéo coup de cœur d'un livre qui est sorti, je crois, dans les années 70, et à sa sortie, il a peut-être fait parler de lui, mais pas plus que ça. Et il a vraiment explosé ces dernières années sur TikTok, notamment parce que c'est un livre qui aborde de vraies questions sur le féminisme, mais de manière plus large, pas que le féminisme, aussi l'humanisme, de manière générale. Ce livre, c'est Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartman, un pur banger, je vous le recommande. Et en fait, ça me saoule que des livres vraiment médiocres, voire faux et nuls, soient un peu encensés en mode c'est un classique de la SF et c'est super féministe, et tranquille, alors que à côté, un vrai classique de la SF super féministe, il est juste complètement oublié et il est obligé de ressurgir parce qu'il explose sur TikTok au bout d'un moment. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu chiant. Et du coup, quand on te vend ce livre-ci comme super féministe, t'es juste en mode, c'est juste super basique ce que vous me racontez. Au bout d'un moment, c'est normal si c'est basique, faut bien que le basique il vienne de quelque part à un moment donné. Mais tu lis n'importe quel autre livre de science-fiction qui a écrit dans les années 70, c'est 100 fois moins basique que The Stepford Wives. Et pourtant, le truc, il a quand même été adapté. On s'emporte. Donc voilà, je ne veux plus parler de ce livre, je ne veux plus le voir, ce livre me débecte, en plus il était moche. Le prochain, je serai beaucoup moins énervée envers ce livre parce que franchement, je m'en souviens pas du tout. C'est And They Were Roommates de Paige Powers, je crois. C'est une histoire d'amour homosexuel dans un... C'est un pensionnat. Ouais, c'est un pensionnat. Le personnage qu'on suit, c'est un mec trans. Et en gros, il est obligé d'être en colocation avec son ex. Sauf que son ex le reconnaît pas parce que c'était à l'époque où il avait encore un passing féminin, qu'il avait pas encore fait son coming out et tout. Ça avait l'air grave cool, ça me plaisait bien. Et en fait, je sais pas, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que c'était pas du tout spontané. L'histoire d'amour, elle vend pas du tout du rêve. Il y a trop un délire de pour rester dans l'école, il faut être dans le top, je sais plus combien. Et au début, le perso qu'on suit, il est arrivé ici grâce à une bourse. Et du coup, il est vendu comme étant super intelligent puisqu'il a eu une espèce de bourse au mérite, je crois. Mais il arrive et il se retrouve au bas du classement. Et donc, faut qu'il se dépêche de taffer. Et à la fin, le type, il est tout en haut du classement. Tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est le plus intelligent. Et d'ailleurs, truc aussi étrange, il est en bas du classement, mais c'est quand même lui qui fait des cours de tutorat, des cours de soutien à d'autres élèves. Parce que parallèlement à ça, on nous dit que ce type est super fort en maths. Je crois que c'est en maths. En tout cas, en cours. Je sais plus quel cours. Mais si t'es si fort que ça, pourquoi t'es en bas du classement? Genre, il y a aucune des personnes dans le classement avant toi qui voulait faire le soutien, qui était disponible. Enfin, moi, je demande pas à la dernière personne de la classe de me faire du soutien, c'est terrible ce qui se passe. Donc ça aussi, je trouvais que en fait, on nous vend un personnage qui est fantastique, mais en même temps, on lui met des obstacles qui ne sont pas réalistes par rapport à quel point on nous dit qu'il est fantastique. Et donc à la fin, quand il arrive enfin à vaincre ces obstacles, ben on n'est pas plus choqué que ça parce que de 1, on nous le vendait déjà comme quelqu'un de fantastique, et de 2, on n'a pas vraiment vu sa progression. Le suivant, malheureusement, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo que je viens de publier, je crois. Ça, c'est le dernier vlog que j'ai fait de l'année, c'était un peu chaotique la fin d'année pour moi. C'est La guerre du pavot de R.F. Kuang. Ah, j'ai vraiment, mais alors vraiment pas aimé. Je vous en parle beaucoup dans cette vidéo, je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à aller la voir parce que elle est pas très longue et il y a tout un moment où je parle juste de ce livre. Au début, j'aimais bien, c'est intéressant, le projet politique a l'air intéressant aussi et tout, et en fait, je vais essayer de vous la faire courte, mais le personnage principal est imbuvable. Le trope aussi de oh là là, en fait, je suis la personne spéciale et élue, c'est bon, ça me saoule. C'est politique militaire, c'était vraiment pas ma cam. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps pour que je vous parle des livres que j'ai abandonnés cette année aussi. Le premier livre que j'ai abandonné, c'est Plein ciel de Siècle Weilban. On m'avait vendu ce livre comme un nouveau La Passe Miroir. Alors bon, autant dire que ça met la barre plutôt haut, La Passe Miroir étant une série tellement géniale et une de mes séries préférées. Et malheureusement, s'il y a une comparaison à faire avec La Passe Miroir, c'est malheureusement peut-être pour dire Plein ciel, c'est la version témue de La Passe Miroir. J'irai pas plus loin, je trouve que le lore est trop mal exploité alors qu'il y avait plein de choses chouettes à en faire. Les personnages sont caricaturaux, plats, plan-plan. L'histoire d'amour, elle est absolument sortie du fin fond de mes chaussettes. C'est très dommage. On enchaîne avec Slow Dance de Rainbow Rowell, qui est une histoire d'amour avec un meilleur pote. J'ai trouvé l'histoire lente, ça n'avançait pas, je retrouvais pas le petit grain que j'aimais bien chez Rainbow Rowell. Les personnages sont pas plus attachants que ça, ni la meuf, ni le mec. À côté de ça, une de mes copines l'a lu parce que les thématiques lui plaisaient quand je lui en ai parlé, malgré
malgré le fait que j'ai dit que je l'avais pas aimé, elle a adoré. C'est l'une de ses lectures préférées de l'année. Donc comme quoi, vraiment, les goûts et les couleurs, ça change beaucoup. Donc on sait jamais, ça sera peut-être une lecture que vous adorerez. All the Water in the World de Erin Caffel, c'est de la cli-fi, le monde est submergé par les flots, et on suit une famille qui s'est réfugiée dans le musée d'histoire naturelle de New York, je crois. Et il y a beaucoup cette histoire de protéger les œuvres, et en fait, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je l'ai pas abandonné parce qu'en soi il était nul, je l'ai abandonné parce que vraiment c'était pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'on allait être dans quelque chose de beaucoup plus contemplatif, où on parle de l'intérêt de protéger les œuvres d'art. Ça peut paraître contre-intuitif de se dire c'est super important de protéger de l'art alors que on va tous mourir, que les conditions de vie sont complètement éclatées au sol. Mais je trouvais ça intéressant comme questionnement. Et en fait, c'est vraiment de la dystopie très YA, très young adult, où il faut fuir très vite. Il faut fuir en fait très au début du livre. Et ça m'a beaucoup moins intéressée. Les personnages me parlaient pas, j'étais pas du tout attachée à eux, donc j'ai préféré l'abandonner. Atea de Anouk Faure. Je suis tellement triste de pas avoir accroché à ce livre. Je pense que l'univers avait de quoi beaucoup me plaire. Anouk Faure, elle écrit très bien, j'aime beaucoup. Visuellement, c'était super chouette, mais il y a un truc où j'arrivais pas du tout à m'attacher au personnage, j'arrivais pas du tout à m'intéresser à ce qui se passait. Et je pense que ce livre, il peut plaire à plein de gens. Je crois que ça a été une lecture que Corneille... Et je comprends pourquoi les gens peuvent aimer ce livre. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire. L'univers, il est vraiment fou, vraiment l'ambiance, l'immersion. J'étais pas du tout intéressée, j'étais pas du tout engagée dans l'histoire. Et ensuite, et je crois que c'est le dernier que j'ai abandonné. Quand je dis abandonné, je compte pas les livres pour lesquels j'ai lu genre 10 pages et qu'après j'ai abandonné, parce que sinon, il y en aurait beaucoup trop. Je compte ceux où je me suis vraiment engagée dans l'histoire avant de les abandonner. Donc les livres que j'ai comptés là, c'est ceux pour lesquels j'avais déjà lu au moins 50 pages, parfois plus, parfois la bonne moitié, parfois j'étais quasi à la fin. Mais les livres où je lis 10, 20 pages et que j'abandonne, je les ai pas mis dans la liste, ça sert à rien. Mais le dernier de la liste, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo update lecture, la dernière qui est sortie sur la chaîne, c'est Volatile Memory de Seth Haddon. Il se passe rien, il se passe vraiment rien, c'est genre une fuite. Et on suit le personnage pendant qu'elle fuit. Et on nous vend une histoire d'amour, mais c'est un peu le même délire que Swept Away, c'est genre à la fin ils sont en mode t'es l'amour de ma vie, je ferai tout pour toi. Vous connaissez pas en fait. Nous en tant que lecteurs, j'ai connu les personnages aussi longtemps que les personnages se sont connus entre eux. Je veux dire, j'ai rien trouvé d'intéressant et d'attachant à ces personnages. Et l'univers était super cool, il y avait un concept hyper chouette, mais très mal exploité à mon sens. Et ça, c'était super dommage. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, c'est quoi les livres que vous avez abandonnés, les livres que vous avez détestés. S'il y en a certains qui vous ont surpris, genre vous en attendiez beaucoup et ça a été la dégringolade. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures et encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.